Donc Jonathan, il n'est pas présent que sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, vous voyez, c'est quand même près de 60 000 abonnés. Voilà, je pense que ça pose le personnage. C'est interactif. Jonathan va pouvoir vous le dire. Il va vous raconter son parcours et surtout il va vous raconter comment il bosse aujourd'hui. Parce que potentiellement, demain, vous pourriez bosser avec lui. Oui, oui, potentiellement, de toute façon, c'est beaucoup des responsables marketing qui font appel à mes services, notamment dans le service du B2B. Évidemment, évidemment que j'ai question. Donc, il se trouve que les MCI le connaissent déjà, Jonathan, puisque c'est un ancien de Vinci. Tu as fait ton MBA en 2011, c'est ça? 2011-2012? 2013, 2012-2013. À l'époque, il n'était pas du tout influenceur. À l'époque, il s'intéressait au SEO. Il va vous raconter tout ça. Tu vas nous raconter aussi quand tu as bossé en agence. Et puis, au moment où je crois que c'est 2021 que tu as fait le switch. En 2023, c'était tout récent. C'est 2023 que tu as vraiment fait le switch. Vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pour commencer à les préparer, je vais lancer la première qui est est-ce qu'on est heureux quand on est influenceur B2B? Bah, je dirais que je suis plus épanoui d'être influenceur B2B que quand j'étais salarié. Au moins, tu vas plutôt, t'es le propre acteur de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et donc, tu vois vraiment les actions que tu fais réellement. Donc, il ne faut pas se cracher sur faut pas cracher sur la soupe. Je fais pas mal d'événements où je suis invité sur pas mal de conférences de presse. Donc, en soi, je vois pas mal de choses derrière que peu de monde pourrait voir. Donc, en soi, il faut toujours te dire d'où on vient. Donc, en soi, non, non, je suis plutôt heureux je suis plutôt heureux d'être créateur de contenu. Voilà, bon, il n'est pas dépressif, vous avez vu, ça va. Euh, Jonathan, on le connaît aussi à travers ses infographies. Alors, j'en affiche quelques-unes là, mais vous les avez forcément déjà vues. Alors, attendez, je cherche. Voilà. Voilà, ce genre d'infographie-là, vous savez, les infographies, alors tout savoir sous l'algorithme de LinkedIn, je vous raconte les ads de Meta, vous les avez forcément déjà utilisés, soit dans vos mémoires, soit dans vos rapports, forcément, vous avez forcément déjà vu ça. Eh bien, c'est Jonathan l'auteur. Donc, tu vas peut-être nous raconter d'où est venue cette passion des infographies. Tu es un peu un ordinateur, hein. Je veux dire, pour l'avoir vu travailler, il est capable, déjà il est en totale concentration, il va récupérer des infos absolument partout, tac, il met ça dans sa base de données, et puis ensuite tu as une vision assez claire de comment tu fais ton infographie. Celui-là, je peux très bien expliquer. Donc en fait, c'est une campagne que j'ai fait en partenariat avec Metricool. D'ailleurs, c'est écrit collaboration commerciale et on en a aussi un en bas. Donc, et en fait, chaque mois, ils sortent une étude. Et donc, en fait, mon but, dans cette campagne, c'est de leur faire télécharger des livres blancs. Donc, c'est vraiment une campagne d'influence derrière. D'abord, pour faire ça, la première chose à faire, c'est se dire c'est quoi le format qui peut générer le plus de leads dans un format en B2B. Et donc, du coup, forcément, euh, ouais, il est en train de télécharger. Forcément, une infographie comme ceci, avec les différents titres de colère, c'est plutôt attractif, puisqu'en fait, on appelle ça un one-pager. Tu apprends tout de suite, en un coup d'œil, tu vas avoir rapidement les différentes informations que tu puisses apprendre. Et là, ça parle en fait des campagnes Meta Ads. En soi, c'est pour voir un peu comment les gens investissent sur ces campagnes, Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'ils ont des objectifs de visibilité ou ce sont des objectifs de conversion? Et après, je délivre aussi des enseignements sur le sujet, c'est-à-dire en fait dire que finalement, pour réussir tes campagnes, il faut bien sélectionner l'objectif sur ton Meta Ads derrière. Donc, si tu veux du trafic, sélectionne bien l'onglet visibilité parce qu'en fait, en soi, même sur les plateformes publicitaires à l'heure actuelle, ils arrivent bien à optimiser ce que tu mets dans les investissements. Et donc, en fait, ce que tu dois faire, idéalement, désormais sur les plateformes publicitaires, c'est donner le plus de data possible. C'est-à-dire de développer faire de la testing sur les accroches, tester différents visuels pour optimiser et baisser finalement le CPC derrière. Et donc, et donc, du coup, une fois que c'est fait, ça, je donne ce visuel. Derrière, les gens vont commencer à commenter ou relayer. Et puis, ça fait du coup, voilà, ce client est très content. D'ailleurs, ce client, ça fait 2 ans ça fait 2 ans que je travaille avec eux. C'est un client à longue durée.
Parce que du coup, chaque mois, je publie soit une infographie, soit un carrousel pour eux, pour Metricool. Tu vois, je l'avais dit. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, voilà, vous avez déjà vu leur interface. Alors ben, justement, on va décrypter, parce qu'en fait, on illustre ce qu'on vient de voir dans l'étude. Alors, Metricool, euh, qu'est-ce que c'est Metricool? Est-ce que tu peux nous dire en gros, qu'est-ce que c'est leur job? Alors, le but, c'est une plateforme de réseaux sociaux. Et en fait, le but, c'est de gérer les réseaux sociaux. Donc, avec Metricool, on peut notamment programmer des publications, tenir un calendrier, analyser les concurrents, avoir des métriques directement qui centralisent les différents types de données. Et on peut aussi créer un Linktree et finalement, avec Metricool, en fait, il te gère finalement, en résumé, tes réseaux sociaux. Au lieu de les gérer un par un sur tes plateformes, tu le centralises directement via Metricool. Donc, vous voyez bien la logique. Je suis Metricool, je cherche à avoir des clients. Alors, les clients, c'est quoi? C'est plutôt pour les annonceurs, c'est ça, hein. On va dire, j'ai des comptes sur à peu près tous les réseaux sociaux. J'ai deux, trois personnes qui s'occupent des réseaux sociaux. Je vais tout mettre sur Metricool pour pouvoir planifier, mesurer, c'est ça. Bah, en fait, oui, c'est tout à fait ça. C'est pour finalement, c'est pour faire gagner du temps aux personnes de pouvoir se centraliser sur les réseaux sociaux. Bon, un petit mot sur Metricool aussi, parce que pourquoi ils font appel à un influenceur, par exemple, comme moi, notamment, c'est parce qu'il y a, oui, bien sûr, je sais bien créer, bon, là, il n'y a plus d'infographie, mais je sais bien créer une infographie, mais c'est parce qu'aussi, mon ancien travail, c'était community manager. Donc, en soi, je sais très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est pour ça, d'ailleurs, je donne des cours sur les réseaux sociaux. Et donc, à partir de là, en fait, les gens ont confiance en B2B, les gens ont confiance aux personnes qui ont déjà étudié le sujet qui ont réfléchi sur le sujet et savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce partenariat. Mais sachez, c'est plus prononcé en B2B qu'en B2C, mais il y a la base de la confiance en B2B, c'est surtout c'est que tu racontes quelque chose où les gens peuvent avoir confiance, donc l'expertise. Alors, juste pour analyser le doc, regardez en bas, hein. Il a bien mentionné donc la collaboration commerciale. Oui, c'est écrit là, collaboration commerciale Metricool, donc il est transparent. Et on a le lien, donc bien sûr c'est un lien qui n'est pas cliquable, mais vers l'étude qu'on peut télécharger donc sur Metricool. Ça te prend combien de temps, ça va? Une infographie comme ça, combien de temps elle t'a pris? Alors, en fait, c'est souvent, on me donne le livre blanc et on me donne un fichier Excel sur celui-là. Donc, du coup, souvent, en fait, en fait, théoriquement, je pouvais faire 25 graphiques en soi. Mais moi, je me suis dit, bah, non, je ne vais pas faire 25 graphiques parce que voilà, je pense que vous savez, quand quelqu'un présente des slides et il présente peut-être au bout de cinquième, 5 chiffres, ça va. Mais au bout de la 15e, je pense que vous risquez plus d'être confus que d'autres. Donc, le but, c'est de savoir comment on fait pour présenter des chiffres importants qui peuvent vous servir dans votre stratégie d'investissement sur Meta Ads. Donc, en fait, du coup, je regarde tout le document. Une fois que je regarde tout le document, je sélectionne les informations qui sont intéressantes. Ici, j'ai remarqué que il y a cette étude, il y a eu un référentiel par rapport à l'année dernière. Donc, je regarde la variation pour détecter les tendances. Est-ce que le CPC, par exemple, est-ce que le CPC a monté en France? Est-ce que le CPM aussi a monté? Est-ce que les gens investissent plus sur Meta Ads ou pas? D'ailleurs, c'est intéressant, les investissements sur Meta Ads. Mais un peu plus sur TikTok Ads cette année. Et voir un peu quels sont les différents insights, finalement, pour finalement se dire, oui, est-ce que tu es dans la norme ou pas? Ou est-ce qu'il faut accepter de sortir de la norme pour performer? Donc, qu'est-ce que c'est bosser avec un créateur ou une créatrice de contenu? C'est venir le chercher pour sa façon de créer du contenu. Donc là, en l'occurrence, toi, alors tu fais plein d'autres choses, mais c'est vrai que une de tes grandes qualités, c'est être capable de rendre très accessible des contenus un peu techniques, un peu complexes. C'est très réussi avec cette infographie. Tu en as déjà fait plein. Enfin, je pense que la plus connue, alors tu m'arrêtes, mais je pense que la plus connue, c'est celle sur l'algorithme LinkedIn. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu, tous utilisé, tous partagé. C'est l'infographie qui vous expliquait quand vous faites un post, un commentaire, ça vous permet d'avoir tel et tel bonus. Et en fait, LinkedIn 2024, normalement, je vais la chercher pendant que tu nous racontes. ouais. Oui. Alors, c'est pas cette année, mais c'est l'année dernière qui a beaucoup bien marché. Je crois qu'il a fait environ. Alors, de mon côté, il a fait 4 millions de vues d'impressions. Mais en fait, comme il y a beaucoup de gens qui l'ont repartagé, donc qui l'ont repris, qui l'ont repartagé, parce qu'en fait, eux aussi, en fait, on appelle ça
en quelque sorte d'opportunisme, ou si tu partages à son réseau. Ils se disent, ah, c'est intéressant. Bon, du coup, moi-même, comme l'a fait Louis tout à l'heure, je télécharge et c'est moi-même qui va reposter derrière en mettant son commentaire. Bon, déjà, un fait intéressant, est-ce que les gens me mentionnent ou pas quand ils partagent l'infographie? En fait, c'est 50-50. Il y a 50% des gens qui me mentionnent quand ils le font, mais la plupart du temps, ces personnes-là ne me mentionnent pas. Et donc, à partir de là, bon, bah, en fait, ça s'est fait par une étude et en fait, on montre un peu qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc, quel est le format qui fonctionne? Est-ce qu'il faut mettre des hashtags dessus? Le poids des engagements? Quel est le meilleur quel est le meilleur moment pour poster et les recommandations derrière? Après, la chose, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, waouh quand même, t'as plein de choses à respecter pour que ça fonctionne. Donc moi, je me suis dit, quand je vais écrire mon texte derrière, je vais plutôt dire, waouh, c'est devenu un art de publier sur les réseaux sociaux parce que pas besoin, parfois, t'as pas besoin de respecter parfaitement ce que tu postes, mais c'est bien de respecter un peu la base de ce que tu postes. Mais l'idéal, quand tu postes quelque chose, c'est que ce post atteint le cœur de cible derrière. Et du coup, ouais, oui, c'est ça, il a fait 10 buts de 18 860 likes, 2136 commentaires. Et d'ailleurs, beaucoup de leads que j'ai pas pu répondre d'ailleurs. En fait, dès que je l'avais posté, j'avais reçu, je crois que les premiers jours, j'ai dû recevoir une centaine de messages des personnes qui voulaient me dire, ouais, est-ce que tu veux te présenter ou des choses comme ça. J'ai pas trop répondu. Alors, 2157 republications et encore des gens qui continuent à republier ça, c'est-à-dire du coup, ils reprennent cette infographie, ils le republient dans leur compte derrière et parfois, je reçois la mention pas. Donc, pourquoi ça fonctionne? Je pense que c'est parce que c'est utile et c'est utile à son réseau de le faire. Et donc, du coup, ça synthétise bien l'information. Et donc, par la suite, en fait, les gens vont le repartager. C'est surtout aussi, je pense qu'il y a une partie aussi, c'est ils vont enregistrer ça, le partager et que eux-mêmes, derrière, puissent avoir des réactions. Donc, c'est pour ça aussi ça marche. Donc, c'est une partie UGC qui est non négligeable. Donc là, on voit bien en fait, les deux types de contenus créés par Jonathan. Ça, c'est pas une collaboration commerciale. C'est Jonathan qui a pris donc ça, le rapport. C'est un mec que vous devez forcément connaître, là, le fameux Richard Van Der Bloom. Van Der Blom, je ne sais pas d'accord comment on dit. Donc, vous savez, tous les ans, il sort un rapport là, sur l'algorithme. Bon, c'est un rapport assez imbuvable, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, 150 slides. voilà, 150 slides. Et derrière, bon, bah, c'est récupéré, traduit dans des études. Et donc là, ce qu'a fait Jonathan, c'est qu'il a dégainé tout de suite son infographie hyper pédagogique, hyper visuelle. Bon, elle a cartonné, comme vous l'avez vu, mais personne ne l'a payé pour faire ça. C'est le contenu qu'il crée régulièrement, c'est sa ligne éditoriale. En fait, celui-là, il est assez drôle parce que en fait, je ne l'ai pas dégainé aussi vite. En fait, cette infographie, il est sorti un mois après l'étude qui a été publiée. C'est-à-dire que d'autres personnes ont déjà publié des chiffres avant ça. Mais en fait, c'est celui-là qui a été viral parce que c'est celui-là qui a le mieux synthétisé. En fait, en règle générale, et ça fait 3 ans que je le constate maintenant, c'est qu'en fait, l'effet un peu tendance derrière, est-ce qu'il faut être tout de suite tout de suite parler parce que sinon, avant, quelqu'un va piquer ta information. Ça a un effet, mais parfois, c'est un effet un peu plus négligeable. Le mieux maintenant, c'est le compte qui arrive à mieux le présenter, qui arrive à être viral. Et donc, bah, forcément, quand on est une éditoriale, on va dire aussi experte. Alors, quand je dis experte, c'est-à-dire qu'en fait, il est positionné sur ce secteur du digital, enfin, marketing digital, réseaux sociaux. Et bon, on va faire un petit cas pratique. Imaginons que je sois une start-up, voilà, et que j'ai développé un logiciel SaaS qui permet de pouvoir, je ne sais pas, récupérer des statistiques peut-être plus avancées de mes comptes réseaux sociaux. Voilà. Un super organisateur de stats et qui me permet derrière d'avoir une jolie data vise de mes performances sur les réseaux sociaux. Soit dit en passant, c'est pas très compliqué de faire ça, y compris en no-code. Mais voilà, je fais ça, je lance mon truc, j'ai ma startup. On va dire que ça s'appelle du roulos. Voilà, c'est pas mal ça. Du roulos, du rouleau S. C'est pas mal, hein. Bon, je suis pas sûr que je vais beaucoup en vendre. Et j'ai repéré Jonathan. Je t'ai repéré, je te suis sur les réseaux sociaux. Et donc, justement, eh bien, je vais me dire, je vais créer du contenu. J'ai envie de créer une étude sur l'évolution des performances sur les réseaux sociaux. Est-ce que TikTok est vraiment plus performant que les autres? Mais je ne sais pas le faire. Donc, je me dis, est-ce que tu pourrais réaliser cette étude pour moi? Alors, réaliser cette étude,
forcément, ça fait appel à des statisticiens. Donc, en soi, ce que je vais dire derrière, parce que c'est pas mon étude, c'est pas à moi de collecter la data, sauf si dans le cadre où on a une autorisation sur le fait que je peux prendre de la data sur d'autres plateformes. Mais d'ailleurs, je suis en contact avec des plateformes d'ailleurs pour le faire comme Favicon ou iBoutitor qui permet d'avoir cette donnée. Mais déjà, c'est pas mon boulot d'être statisticien et de relever les données. Enfin, si, je peux le faire, mais en soi, il faut quand même beaucoup de données pour que ça soit réellement exhaustif. Vous voyez, quand vous regardez les études derrière, si vous voyez qu'il y a une étude, il y a 100 répondants, bah, souvent, je dis bah, peut-être que c'est pas très représentatif sur le sujet. Donc c'est aussi poser la base finalement de ces collègues pour savoir est-ce que ces données existantes, parce que derrière, on peut te dire oui, finalement, on va te dire oui, finalement, c'est basé que sur 100 personnes. Est-ce que ces chiffres sont justes? Et parfois, je peux dire parfois que c'est un peu dur à défendre derrière pour dire oui, finalement, c'est pas si c'est vraiment totalement juste. Après, oui, après, une fois que c'est fait, on a les données, puis après, on va du coup faire soit une infographie, soit un carrousel. Mais après, attention, c'est juste ça. J'ai constaté que les chiffres, ça assomme trop les personnes. C'est-à-dire, en fait, tu mets plein de chiffres derrière. Même sur une infographie, en fait, les gens, tu mets trop de chiffres, en fait, ça devient quelque chose d'assez imbuvable. Et donc, en fait, en soi, faut savoir mixer chiffres, storytelling, un peu anecdote, un peu recommandation pour qu'en fait, finalement, les gens puissent retenir le message. Donc, en fait, faut faire quelque chose qui soit lisible. Et en même temps aussi, il faut quelque chose de présentable. Donc, les couleurs à prendre, différer sinon les différents formats de graphisme qu'on peut avoir derrière pour finalement que cela fonctionne. Ok, donc là, tu m'as bien conseillé. Donc, tu peux pas faire l'étude toi-même. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de faire l'étude. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon stagiaire ou à mon alternant d'aller chercher plein de données en open source, dans d'autres études que je vais citer évidemment, et je vais tout ramener au sein d'un même doc. Tout le monde fait ça, hein. Tout le monde fait ça, c'est que c'est pas ma data à moi, mais en gros, je vais prendre tout ce qui est le plus récent, tac, je vais essayer de faire un truc un peu en 10 slides. J'ai sorti mon PDF, il est très beau et tout. Il est disponible en téléchargement sur mon site, donc je vous rappelle, du RouleOS, du Roulos. Et là, j'ai un peu de budget pour pouvoir effectivement le propulser et je décide de te solliciter pour une collaboration. Qu'est-ce que tu me dis? Bah, déjà, la première chose que je me dis, c'est que est-ce que je suis le bon influenceur? C'est, en fait, je pense que si tu l'as vu, l'étude sur Reach, en fait, il y a quand même un influenceur sur deux refuse les partenariats. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai un engagement auprès de mon audience. Et si je ne prends pas si le partenariat n'a pas de valeur ajoutée auprès de mon audience, derrière, bah, en fait, c'est perdant-perdant. C'est perdant auprès du créateur de contenu qui va pas avoir son contenu, avoir de la visibilité et qui va un peu rompre la confiance auprès de sa communauté. Et aussi, c'est perdant auprès de la marque finalement, parce que finalement, le contenu ne va pas toucher finalement le cœur le cœur de la cible. Donc en soi, la première chose, c'est est-ce que j'accepte oui ou pas? Une fois que c'est fait, après, je propose un dispositif derrière, ramené par rapport aux objectifs. Donc du coup, je dis concrètement, qu'est-ce que toi, c'est quoi ton objectif? Tu veux des leads, tu veux de la visibilité derrière. Donc une fois qu'on commence à faire ça, derrière, bah, du coup, je vais proposer un dispositif qui peut être des carousels comme ici, des vidéos, parce qu'en fait, chaque format a sa particularité. Par exemple, du coup, l'infographie, très facile à prendre comme information, ça fait beaucoup de viralité, mais paradoxalement, ça ne fait pas beaucoup de téléchargements. Alors que le carrousel, ici par exemple, ici qui tourne, il y a moins de viralité sur le carrousel. Pourtant, ça fait beaucoup plus de téléchargements. Et la vidéo, par exemple, c'est intéressant parce que il y a un pouvoir de mémorisation qui, derrière, où tu peux faire passer le message. En fait, tu dois voir par rapport aux objectifs, qu'est-ce que tu veux faire et aussi par rapport à ta communauté, c'est quoi le format qui risque de plaire par rapport à ça. Ok, ok. Alors attends. Donc, je me dis, moi, mon objectif, parce que personne ne me connaît, hein, donc à la limite, je m'en fiche, hein, je veux pas tout de suite des clients, il m'en faudra, mais pour l'instant, il faut qu'on me connaisse. Donc, je veux la notoriété, donc je voudrais vraiment un maximum d'impressions de tes publications. Donc, je vais par exemple te dire, bah, tiens, est-ce que tu pourrais me faire peut-être un carrousel de allez, quatre visuels qui reprendraient les chiffres clés de mon étude, qui est un petit peu nulle, mais bon, je vais compter sur toi pour la rendre un peu sexy. Donc, on se met d'accord là-dessus, d'accord, sur ce carrousel-là que toi, tu vas produire et publier. Qui commence à parler tarifs?
Est-ce que c'est moi qui te dis le budget que j'ai ou c'est toi qui me dis combien ça va me coûter? Là, de mon côté, c'est plutôt moi qui va parler des tarifs sur le sujet pour voir si ils sont d'accord avec le budget derrière. D'ailleurs, c'est souvent moi qui va commencer à parler. Et après, on va voir un peu derrière qu'est-ce qu'il veut idéalement derrière, parce que du coup, en fait, moi, j'ai un deck. Je propose un deck. Et en fait, dans ce deck-là, ça présente un peu les tarifs globaux derrière et les différents types d'options. Donc, ça remet les trois formats que j'ai. Après, il y a aussi du live, des formations sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi il y a aussi un format publicitaire. C'est-à-dire, en fait, on peut faire, on appelle ça une sponsorisation à partir du compte de l'influence pour aussi pour toucher le cœur de la cible. Et en fait, à partir de là, euh, je propose un dispositif, pas rapport au budget, mais aussi un dispositif que moi, j'estime qui convient finalement au remplissage de l'objectif. Parce que ce qui compte à la fin, c'est que le client soit content, mais ce qui compte aussi à la fin, c'est que, aussi que mon audience, finalement, derrière, trouve ces contenus intéressants. Alors bah justement, donc on s'est mis d'accord pour un carrousel de 3 ou 4 visuels, ce sera à toi de me dire. Euh, Allez, ce serait quoi ta fourchette là? Ça y est, là, toi, je suis prêt à sortir mon chèque, à faire mon virement, j'ai envie de bosser avec toi. Quelle serait la fourchette que tu me donnerais? Ouais, entre 600 et 1200 euros. Oui, 600 et 1200 euros. Alors, ouais, j'ai mis 8 ans. Mais en fait, en fait, c'est assez rare de voir. C'est assez. Je dirais 80% des influenceurs n'ont pas des succès qui arrivent d'un coup. C'est souvent quand on voit les chiffres, par exemple, je vais voir souvent les chiffres de Hype Auditor pour voir un peu analyser les profils des influenceurs. Mais la plupart des influenceurs, quand ils ont construit cette communauté, quand ils ont eu la barre des 50 000, par exemple, ils ont mis en moyenne, allez, 4 ans, 4 à 5 ans pour l'avoir. Donc, en fait, on appelle ça un miroir grossissant. On va montrer sur LinkedIn ou sur Instagram, cette personne elle a atteint 100 000 followers en un court de temps. Mais en fait, en général, c'est assez rare de voir ça. En fait, existent, qui est dans le temps, c'est ceux qui ont construit patiemment sa communauté. Alors, Ah, elle a une question. ah, vas-y, vas-y. Ouais, et je le dis juste après. On termine le petit cas pratique, tu vois, pour. Ça va hein, après. Et après, on te décortique, toi. Mais juste pour aller jusqu'au bout. Donc, je suis toujours la start-up. Et il se trouve que, OK, le carrousel, super, génial, j'ai adoré. Donc, on a fait affaire. Je veux rebosser avec toi. Et j'ai vu que tu as effectivement ce format vidéo. Et tu as fait, donc, avec une boîte qui s'appelle Didu. Voilà, cette vidéo où tu interroges donc Mathieu Chanja, qui est un des cofondateurs alors ça s'appelle Diu, non, je sais pas, Didu, voilà. Didu, voilà. Donc j'adore cette vidéo. Je veux exactement la même chose pour moi. Comment on bosse? Bah, déjà, il faut se mettre d'accord sur l'éditorial, sur comment on va le mettre en avant. Parce que, en fait, il y a toujours une différence entre ce que souhaite la marque. Bah, moi, la marque, je veux que tu mets le plus possible le produit en question. Et le créateur de contenu, bah, moi, je vais dire, bah non, moi, je veux d'abord produire un contenu intéressant pour mon audience. Donc, du coup, on essaie déjà de lier, en fait, se dire, voilà, à partir de où on met de la publicité et à partir de où on met un contenu intéressant. Donc, chacun va défendre sa partie derrière pour finalement qu'on arrive du coup, une fois que c'est fait, ici, sur la vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur le scénario de la vidéo. Se dire, OK, c'est les questions que je vais te poser, comment moi, les différents plans que je vais tourner derrière pour finalement arriver à ceci. Et donc là, le plan avec Didier, c'était en fait présenter leurs trois produits. Donc, le chatbot qui est maintenant désormais fourni avec l'intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant parce que du coup, avant, en fait, quand tu vois sur un chatbot derrière, souvent ils sont assez, on va dire, assez sommaires. Ils savent pas, ils répondent souvent à côté. Et ce que fait avec Didier maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, c'est notamment, on dirait que je vends le produit, donc c'est un peu bizarre. Donc, avec l'intelligence artificielle générative, maintenant, notamment, ça permet de répondre de manière plus complète sur le produit en question. Donc, on l'a testé, par exemple, donc, le produit a été installé pour EDF, normalement.
Du coup, j'ai pu avoir la facture ou j'ai pu avoir aussi notamment voilà, les derniers tarifs d'EDF derrière. Et en fait, ils retrouvent plus facilement les informations. Et donc ça on dit que c'est quelque chose qui a changé l'expérience client. C'est-à-dire, du coup, on va avoir des informations directement en conversationnel. Donc ça, c'est la première chose qu'on met en avant. Après, on met en avant le callbot aussi. Ça peut dire, en fait, c'est le fait que tu appelles, s'il n'y a personne qui répond, il y a une machine qui va prendre les coordonnées on fait appel et on regarde aussi le live chat parce qu'il y a aussi des fois des appels il y a aussi des fois, même l'IA ne peut pas répondre. Donc, du coup, il faut détecter le moment où l'IA ne peut pas répondre, ou le chatbot ne peut pas répondre pour le passer à un humain. Donc là, par exemple, dans le cas de ce produit, est-ce qu'il a fallu que tu le testes avant? Dans la création de la vidéo, qui c'est qui est en lead? C'est toi qui dis, ben, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est toi qui crée les questions, qui éditorialise, ou c'est peut-être la marque qui dit, ben, nous, on veut ça, et c'est toi qui t'adaptes. Oh, c'est aussi de la négociation, mais en soi, il faut toujours tester. Parce que si tu testes, en fait, quand je mets en avant un produit, je vais avoir des commentaires. Donc, j'ai une certaine responsabilité que de répondre finalement à ces commentaires, de dire, ouais, est-ce que c'est concret ou pas? Et donc, si je ne l'ai pas testé, et c'est vrai qu'on a constaté beaucoup de scandales chez les influenceurs qui n'ont pas testé les choses, bah, du coup, je mets en porte-à-faux auprès de mon audience. Donc, oui, la partie du test fait partie finalement du nécessaire derrière. Puis après, bien sûr, on regarde aussi les différents études de cas qui ont été posées, est-ce qu'ils ont eu différents prix qui ont gagné. Mais tout ça, en fait, on va juste synthétiser tout ça. Mais le but, c'est pas de vendre des jus. Là, en fait, si la marque voulait finalement faire un partenariat, j'aurais parlé que de Didu. Là, je me suis dit non, c'est plutôt comment les chatbots aident l'expérience client avec l'IA génératif. On l'a orienté dans ce sens-là. Donc ça y est, on va faire notre vidéo ensemble, on s'est mis d'accord sur le scénario. Pareil, quelle fourchette tarifaire? Pour moi, donc moi, Marc, hein. Bah, la vidéo, c'est plus cher en soi. Donc, c'est entre 800 et, ouais, 800 et 1400. Enfin, top, parce qu'en fait, je me ramène mon matériel. En fait, j'ai de plus en plus de matériel, en fait. C'est les micros, les stabilisateurs, les questions à poser derrière. En fait, il y a toute une préparation derrière, aussi le cadre à trouver pour que cela fonctionne, pour que cela fonctionne. Voilà. Donc, et puis après, bon, sur celui-là, en fait, ce qu'on a fait aussi, ça a bien marché parce on a poussé en niveau organique et il y a un petit il y a un petit volet publicitaire parce qu'en fait, eux, ils voulaient viser les responsables e-commerce. Et là, alors sur le souci de ça, c'est que moi, je vise ma communauté, c'est plutôt des responsables marketing et pas des responsables e-commerce. Donc, on s'est dit, oui, oui, on va mettre un peu de budget publicitaire pour qu'en fait, si vous voulez toucher les responsables e-commerce, on le fait de cette manière-là. Mais en soi, et l'étude de Rich nous montre d'ailleurs, c'est pas, c'est pas insultant finalement de mettre de la publicité derrière. En fait, là, en fait, en France, on est sur 1 sur 8 des campagnes d'influence qui font organique et paid, et alors qu'aux États-Unis, on est sur 1 sur 2 qui mélangent organique et paid. Parce qu'en fait, parce que l'influenceur a souvent sa communauté propre derrière et cela ne peut ne pas être complémentaire. Alors, on va passer à ton parcours maintenant, mais vous avez bien compris hein, ce que vous expliquez, Jonathan, hein. C'est-à-dire que c'est du paid qui est fait sur son compte pour booster son propre contenu, hein. Donc, la marque sponsorise le contenu de Jonathan pour pouvoir élargir l'audience en payant, c'est-à-dire des cibles qu'il n'a pas en organique. C'est ça la pratique. Alors, je vais juste te dire, en général, une publicité d'un influenceur fait comme ça, ça fait entre 3 à 4 fois plus de performance qu'un post classique. Parce qu'en fait, l'influenceur en fait, fait un contenu qui est suffisamment créatif et qui va toucher aussi une audience derrière pour les faire parler. Alors que là où une marque, elle a tendance à avoir plusieurs types de validation et faire quelque chose de promotionnel qui engage un peu moins. Euh, Là, je ne sais pas si tu peux nous le dire pour Didu, mais l'enveloppe paid, elle était de combien sur cette vidéo? Ouais, elle n'était pas énorme, hein. Elle était juste de 130 euros. 130 euros. Ok, pour pouvoir effectivement avoir ces responsables e-commerce que tu n'avais pas forcément dans ta communauté native, quoi. C'est faible. C'est plutôt assez faible d'avoir ça. En fait, quand moi je vais publier sur les réseaux sociaux, il faut comprendre les algorithmes. Quand je vais publier sur les réseaux sociaux, je vais d'abord toucher mon cœur cible, donc les personnes dans le marketing et dans les réseaux sociaux. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ils vont liker ça. Et donc, ça va accroître au fur et à mesure la visibilité derrière. Sauf que si je ne touche pas la partie, quand je pousse sur les réseaux sociaux, si je ne touche pas la partie e-commerce, ça ne va pas se diffuser sur notre communauté. Et donc, en fait,
je ne réponds pas. Je vais répondre à une partie des objectifs, mais pas à la totalité des objectifs. Donc, c'est pour ça que ça fait 6 mois que j'ai lancé, d'ailleurs, ça fait 6 mois que j'ai lancé ce produit paid pour compenser finalement ce léger, finalement, ce léger faiblesse. Donc Jonathan, on le disait, tu es un ancien de Vinci et en fait, tu as commencé, je vais dire, ta carrière de créateur de contenu, même si à l'époque, tu ne savais pas que c'était de la création de contenu, pendant tes études, euh, par du SEO et du blogging, c'est ça? Ah, alors, si je reviens même avant, en fait, en fait, j'étais déjà dans le milieu d'Internet, mais j'étais, disons, on va dire, j'étais un peu, ouais, je suis gamer avant, en fait. Ça fait, je crois, que ça fait, ouais, en fait, je jouais à des jeux, mais des jeux sur navigateur. Et en fait, sur les jeux navigateurs, on me disait, ouais, ouais, on va construire une alliance avec un clan derrière. Comment on fait pour s'organiser? Alors que moi, j'étais un peu geek à l'époque. Je dis, bon, bah, on va faire un forum si tu veux. Bah, du coup, ouais, c'est bon. Du coup, je dis, ouais, super, allez, on fait un forum. Donc, du coup, je fais le forum. Et après, c'est là que je me suis intéressé. Parce que tu vois, je fais le forum. Et là, je me dis, bah, le forum, faut l'animer en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils puissent répondre sans commentaire, qu'il y ait une bonne ambiance. Donc c'est là que j'ai appris le boulot de community management. Après, je me suis dit ça aussi. Je me suis dit avec le forum, quand j'ai fait le truc, les gens ont commencé à rédiger des articles. Et moi-même, j'ai rédigé des articles. Et il y avait, bien sûr, le forum, souvent c'est privé, mais il y avait des parties où je mettais en public. Et quand la partie où je mettais en public, j'ai remarqué que ça se référençait bien. C'est-à-dire que les gens s'intéressaient et je voyais les requêtes Google voir des gens en fait qui prenaient cette information-là. Alors je me suis dit, bah ça c'est super intéressant dans ce cas-là. Bah, du coup, faisons plus d'articles dans ce cas-là pour avoir du référencement. Et ainsi de suite. Et c'est là aussi que j'ai découvert Google Analytics. Ça m'a permis d'avoir la data pour savoir quelles sont les sections qui fonctionnent, quelles sont les sections qui ne fonctionnent pas derrière. Voilà. Après, je me suis dit, ah, bah, c'est super. Moi, je veux dire que j'ai kiffé sur ça. Ça, Donc c'est 2011, grosso modo. là, sur les jeux, ouais, c'est ça, c'est entre 2010 et 2011. J'ai fait ça. Et puis après aussi, alors, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça. C'est le poker. En fait, j'en ai fait pendant 2 ans. Et en fait, le poker, en fait, ça me sert alors, ça me sert d'analyser tous les comportements des personnes et tout qu'est-ce qu'il a fait. Et ça m'aide à être hyper rigoureux pour savoir, en fait, comment miser les différents bankrolls derrière. Donc, en fait, l'expérience des jeux que j'avais en forum plus le poker, après, je me suis dit, bon, allez, du coup, on va faire le marketing sur Internet. Et du coup, j'ai fait le MCI. Une fois que j'ai fait le MCI, d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Et derrière, bah, après, j'ai fait 5 ans de référencement. Sauf que pendant les 5 ans de référencement, on m'a dit, oui, est-ce que tu peux aussi animer sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, pendant 3 ans, j'ai fait du référencement et des réseaux sociaux. Donc, j'ai fait 4 jours du référencement pour une agence et un jour où j'ai animé sur les réseaux sociaux, tout en faisant Twitter. Parce que je faisais à midi et le soir Twitter tout au long. Puis après, j'ai passé dans la communication. Mon travail un peu, il y a eu plus de partenariats d'ailleurs, mais des partenariats de plus en plus complexes. Tu vois, avant, en fait, les gens se contentaient de un tweet ou deux, trois tweets, pas trop travaillés. Maintenant, ils veulent, ouais, je veux un post très bien fait sur une vidéo, sur un carrousel. En fait, ça me prenait plus de temps, ça me prenait aussi plus de, il fallait faire des réunions clients et aussi, aussi j'ai eu plus d'interventions avec voilà, pour des conférences, tout ça. Et du coup, ça fait qu'à un moment, je me suis dit, bah, ouais, en fait, j'ai peur de n'avoir plus le temps de le faire, en fait, de tout concilier. Donc, je me suis dit, bah, à partir de là, c'est mieux d'aller faire de l'influence à temps plein. C'était il y a 1 an et demi. Bon, j'ai resté à tenir quand même 9 ans à concilier plusieurs types de jobs. D'ailleurs, même, j'ai eu un interview du Parisien qui parle de mes 2 jobs. Mais là, c'est bon, là, c'est à temps plein. Je suis plutôt épanoui pour le moment, donc, parce j'ai eu le temps en 1 an et demi de découvrir beaucoup l'intelligence artificielle en soi, chose que je n'ai pas pu tester. Et maintenant, en fait, je fais beaucoup de partenariats sur de l'intelligence artificielle. Alors sur les plateformes, tu l'as dit, en fait, tu as commencé sur Twitter, donc là, vous voyez son compte. C'était ta plateforme de prédilection. Et à quel moment tu as décidé de passer sur d'autres plateformes, notamment LinkedIn, dernièrement TikTok, et comment tu gères justement ton contenu sur toutes ces plateformes? En fait, d'ailleurs, c'est un de vos conseils si vous voulez devenir créateur de contenu. Ne soyez pas dépendant d'une plateforme. Voilà ce qui s'est passé sur Twitter. C'est que
C'est le jour où il y a eu le rachat de Elon Musk. Beaucoup d'annonceurs sont partis de Twitter. Donc moi, c'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, ah, je vais être sur Twitter, X et Twitter. Puis après, mais en même temps, je vais animer mon compte LinkedIn pour avoir une double présence sur le sujet. Donc ça m'a permis. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, mes revenus sur Twitter qui étaient de 80% il y a 4 5 ans, maintenant, ils ne représentent plus que allez, 10 à 15%. Tous mes revenus ont switché, au niveau partenariat, ont été switchés sur LinkedIn. Mais en soi, quand je suis arrivé sur LinkedIn, je me suis dit, bah, du coup, je me retrouve à nouveau en dépendance sur une plateforme. Donc, et ça, j'appelle ça, cela peut être problématique. C'est pour ça que je me suis dit, bah, dans ce cas-là, il faut voir un peu qu'est-ce qui fonctionne. Et là, je me suis dit, la vidéo fonctionne très bien. Donc, on va aller investir sur Instagram et TikTok. On a le temps cette fois-ci pour le faire. Prenons le temps de le faire. Derrière, comme ça permet de diminuer cette interdépendance, mais en prenant bien sûr en compte finalement sur quoi dans le secteur B2B, qu'est-ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça maintenant je fais pas mal de vidéos sur TikTok et Instagram. Mais il y a Fred qui apparaît, donc voilà, j'essaie d'animer de temps en temps dessus. Et voilà, pour le moment, je ne suis pas très régulier sur dessus, mais c'est aussi un investissement à faire parce on sent la répartition, le switch de revenus entre X, et ce que le dit très bien Louis, entre X et Threads. Et on attend de voir si le switch va bientôt se passer. Alors la question c'est, puisqu'il fait des vidéos pour Instagram et TikTok, pourquoi il les met pas aussi en short sur YouTube? En gros, pourquoi le contenu qui met du temps à faire, il le balance pas un peu multiplateforme pour vider la masse, quoi, le volume? Ah non, si c'est déjà fait, je le mets sur YouTube en soi. En fait, la question je me suis posée en fait, j'étais en partenariat avec YouTube, ils m'ont dit ils m'ont dit ouais, pourquoi tu ne le mets pas sur YouTube? En fait, mon but aussi c'est de tester les différents algorithmes, donc je le mets sur YouTube. Je voulais aussi voir si on pouvait le mettre sur Spotlight, sur Snapchat. Après, je me suis dit quand même que l'audience n'était pas voilà, comme c'est quand même B2B, je ne sais pas en soi si ça va le coup. Mais idéalement, quand tu t'hésites, moi, je ferais plutôt de dire, mon avis, ce serait plutôt de tester. C'est comme de tester parce que tu ne peux pas avoir un préavis si tu ne testes pas et dire finalement si ça marche ou ça ne marche pas. Donc ton réseau fort aujourd'hui c'est LinkedIn. Encore Twitter X, parce que bon, historiquement, en tout cas, c'est celui sur lequel tu t'es développé. Et là, tu fais des essais sur TikTok, Insta et Threads, un peu aussi sur YouTube. Comment tu sens les choses te concernant? Est-ce que tu mises, tu vois, tu parlais de TikTok, là, tu faisais des essais, donc ça commence un petit peu à monter. Là, tu vas être bientôt à 500 followers. Est-ce que tu t'imagines, peut-être dans 2 3 ans, faire la bascule vers TikTok comme tu l'as fait de Twitter vers LinkedIn? Ok. Ça, c'est une bonne question. En tant que créateur de contenu, moi, parce que j'ai déjà croisé d'autres créateurs de contenu, et l'un des gros pièges en tant que créateur de contenu, j'appelle ça la surconfiance. En fait, en fait, les gens, ils croient, ah, c'est bon, mes posts marchent très bien, j'ai plein de messages, j'ai plein de partenariats derrière, bah, j'ai la belle vie. Et en fait, et c'est typiquement, j'ai vu des créateurs de contenu réussir et 3 4 ans après, ils n'hésitaient plus. Enfin, ils avaient plus beaucoup de visibilité parce que, en fait, le but, c'est que même quand tu réussis quelque chose, que même si tu as, une situation qui est bien, il faut continuer à voir où sont les relais de croissance derrière parce qu'un jour, en fait, tu risques d'avoir une audience qui peut se dégrader. Donc, en soi, mes perspectives, être plus régulier sur LinkedIn, forcément, je dirais ça. Euh, Recraquer un peu l'algorithme sur TikTok et Instagram en second type d'objectif. Et troisièmement, type d'objectif, c'est plus la diversification de revenus. En soi, OK, on a cette question de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est bien, tu fais des impressions. Mais en soi, quand tu fais des impressions, tu as aussi finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est le côté communautaire. C'est-à-dire en fait voir un peu comment je peux consolider cette relation auprès de mon audience et comment je fais pour donner la préférence, que les gens qui disent, ah, quand je pense réseaux sociaux, ah, bah, je pense, par exemple, on pense à moi d'abord que par rapport à d'autres. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je lance pas mal de formats. Là, en ce moment, je lance pas mal de webinars. J'en ai fait un sur la masterclass sur LinkedIn et un sur les tendances sur Vivatech. Ça permet notamment, finalement, de dire aux personnes, oui, je suis là, je partage avec toi des contenus, je discute avec toi. Et comme ça, les gens se souviennent. Et ça va
au-delà des impressions. Ça, c'est la troisième point qui fait que ça peut diversifier les contenus aussi communautaires, mais aussi à travers finalement des conseils et des formations. Alors, on va terminer et puis on prendra ensuite les questions. Mais forcément, je vais te dire, mais quels sont les conseils que tu peux donner pour les apprentis créateurs, créatrices de contenu qu'on a peut-être en face de nous? Est-ce que c'est comme les apprentis écrivains, tu sais, où on dit, mais ne commence pas, ne commence pas à écrire pour être publié, commence à écrire ce qui te plaît et fais ton style, et peut-être qu'effectivement, à un moment, tu vas passer à la vitesse supérieure. Est-ce que pour être créateur, pardon, créatrice de contenu professionnel, il faut justement viser la professionnalisation ou se dire, je teste, je commence à me faire un peu la main et à un moment donné, peut-être que je vais switcher. Quels seraient tes conseils? Ok. Je dirais le premier conseil, oui. Je pense que je pense que c'est plutôt, en fait, les gens croient que c'est une course. Moi, je crois que être créateur de contenu, c'est un marathon. Donc, du coup, soyez passionné par rapport au sujet que vous allez prendre. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes passionné, vous allez découvrir d'autres sujets avec qui vous pouvez parler. J'ai vu plein de gens qui se disent, ouais, moi, je prends juste cette niche parce que je pense que cette niche, ça marche bien. Bah, ok. J'ai vu qu'ils arrivaient bien à monter, mais à un moment donné, en fait, ils ne retrouvaient plus la motivation pour continuer. Donc, donc je vous conseille d'abord de trouver développer, j'appelle ça le développer ton why. Qu'est-ce qui te passionne derrière? Qu'est-ce que tu penses que ce sujet va te plaire et pendant des années? Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est, et ça, je le vois aussi sur beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'ils ont pas mal de préjugés. Préjugés, c'est-à-dire on appelle ça des misconceptions. En fait, il voit un format et il se dit, ah, ce format, je n'aime pas ce format. Par exemple, je vais prendre l'exemple, ah, cette influenceuse, par exemple, ou cet influenceur, il fait beaucoup de selfies. Et moi, j'aime pas, et donc, du coup, je n'aime pas les selfies. Alors, moi, je le vois différemment. Moi, je me dis, ah, c'est une stratégie de faire pas mal de selfies. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait si cette personne fait beaucoup de selfies? Est-ce que ça fait des conversions? Est-ce que ça fait de la visibilité derrière? Et du coup, j'analyse le derrière. Et donc, en fait, j'en ai conclu de cette manière-là. Les personnes qui font beaucoup de selfies, ça génère beaucoup de préférence de la marque derrière, beaucoup de visibilité, mais cela ne génère en général pas trop de conversions. Mais les selfies, derrière, ça assure une base d'engagement qui est assez fort. Voilà, mais en soi, voilà, c'est pas parce que vous n'aimez pas les selfies derrière que vous allez rejeter ce format. En fait, essayez d'accepter tous les formats derrière et se dire pourquoi et de se dire ah mais pourquoi cet influenceur fait ça? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Bah, le conseil, une fois que vous avez fait ça, soyez régulier. Je pense que c'est vrai qu'il y a des moments derrière où vous allez pas être en forme derrière, où vous n'allez pas poster. Donc là, je vous conseille plutôt prenez une fréquence derrière que vous pouvez tenir. Donc, ça serait plutôt, bah, je veux dire, ah, moi, j'ai envie de publier une fois par semaine. Bah, du coup, si c'est tenable pour vous, bah, publiez une fois par semaine. Et surtout, toujours, je dirais, quelque chose de créatif derrière, mais variez aussi les contenus. Des fois, c'est du court. Vous pouvez faire du court parce que ça derrière, c'est pas mal. Et des fois, c'est du long. Ne contraignez pas à faire qu'un seul type de format, parce qu'en fait, il arrive que quand on fait un seul type de format, je vais prendre un exemple derrière, mais pour l'instant, ça n'a pas diminué. Je vais prendre par exemple le compte de Abrège Frères. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, et derrière, ça peut marcher, mais en soi, ce qui va se passer avec Abrège Frères, c'est que beaucoup de gens vont recopier son concept derrière, et en fait, il va se faire diluer. Et lui, il sort que les gens ne le connaissent que à partir de ce format-là. Donc, est-ce que ce format-là est durable? Peut-être, mais j'en suis pas certain. Et donc, en soi, c'est de s'aménager quelque part de sortir, dire oui, j'ai mon concept, mais que ce concept-là, derrière, puisse être évolutif, donc en proposant d'autres formats. Ça vous va ou... Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Jonathan? Vas-y. Quelles sont vos perspectives futures concernant la création de contenu? Toi, voilà, c'est vraiment toi, tes projets. Quels sont tes projets, on va dire, à 6 mois? C'est déjà pas mal, hein, d'ici la fin de l'année? En fait, ça va être un peu bizarre, mais moi, moi, mon premier projet, c'est... Alors, avant, je ne le faisais pas parce que j'étais en B2B. En fait, c'est se dire que c'était finalement... avant, je faisais beaucoup d'expertise. Du coup, je ne mettais pas trop ma tête. Et là, en fait, j'ai remarqué que plus je montais mon audience, plus je mettais ma tête. Et bon, et en fait, je pense qu'en fait, il ne faut pas se leurrer sur cette part de personal branding. Quand on fait de l'influence, oui,
il y a une part de personal branding derrière parce que les gens se font confiance entre les personnes. Donc, moi, je pense que je vais continuer sur ce credo-là, mais sans me dénaturer parce que moi, ça reste ma partie, ça reste de l'expertise, je ferai ça. Voici ma perspective. Après, ma perspective, ouais, continuez de vous donner du plaisir. Voilà. De continuer de vous donner des connaissances derrière. Aussi, continuer de vous faire marrer derrière parce que je pense aussi que la part du divertissement, c'est aussi bien pour donner des informations. Donc, voilà. Et puis après, kiffer, finalement. Se faire plaisir aussi. Une dernière question pour Jonathan. Allez-y. Oui, vas-y. Comment tu arrives à gérer la création de contenu sur différentes plateformes? Est-ce que c'est pas trop stressant? Est-ce que c'est pas trop exigeant? C'est quoi tes recettes? C'est ça? Euh, il faut avoir. Ah, c'est vrai, je n'ai pas dit ça, mais je pense que c'est bien d'être rigoureux en soi. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un procès derrière. Donc, en fait, sur X, qu'est-ce que je fais? Je diffuse toutes les heures une information intéressante. Donc, du coup, tous les matins, ce que je fais derrière, c'est que je regarde mon flux RSS et je regarde des informations qui sont intéressantes. Et après, une fois que c'est fait ça, je regarde toute ma veille qui m'a servi derrière sur LinkedIn. Bah, je vais créer des choses derrière où je vais le mettre dans mon calendrier pour dire, ah, ça, c'est intéressant, j'ai envie de le publier. Et j'essaie du coup, à partir de là, j'essaie de mixer tout ce qui est contenu partenariat et contenu naturel pour qu'en fait, les gens continuent à garder confiance. Mais en soi, c'est bien de détecter et je fais mon travail d'hygiène, c'est bien de détecter les sujets en amont en faisant la veille, RSS, réseaux sociaux, liste, pour derrière, finalement, avoir une ligne éditoriale, un calendrier qui soit clair derrière et qui ne soit pas spammant envers son audience. Super. Alors, non, tu voulais pas poser une... Parce que je t'avais vu lever la main? Non, elle me regarde pas, donc c'est pas... Elle voulait pas poser de question. Toi, tu voulais poser une toute dernière, vas-y. J'ai vraiment cru que c'était toi. Non, non, tu voulais pas. Vas-y. Sur quel outil tu fais tes magnifiques infographies? Ouais. Les gens me posent beaucoup cette question. Euh, en fait, ils croient que je l'ai fait sur Photoshop, mais en fait, je l'ai fait sur Canva, en fait. Et ça fait des années que je le fais sur. Alors, du coup, ouais, mais Canva, mais avec quelques subtilités sur Canva. Par exemple, du coup, je sais que bah, parfois, en fait, il y a des changements de couleurs, bah, je ne les fais pas sur Canva, je peux les faire directement sur Photoshop. Et aussi, il y a certains graphiques que Canva, c'est pas disponible. Donc, je vais d'abord utiliser Visme derrière, ou je vais aussi utiliser l'IA génératif. Voilà, donc, mais le gros de mon contenu, c'est fait sur Canva. En fait, concrètement, qu'est-ce que je fais? En fait, j'appelle ça et ça, je l'ai développé il y a 3 ans. J'ai une connexion créative. En fait, je me mets là, je me pose pendant 10 minutes pour réfléchir sur comment j'associe le contenu derrière. Donc, je me mets dans le vide et je regarde un peu, moi, j'ai envie de faire comme ça, cette couleur-là, je faisais dégrader, ou sinon, je fais un truc qui s'appelle à la TikTok. En fait, j'ai plein d'options de graphisme derrière, de style de design, parce qu'en fait, comme je travaille avec des marques derrière, bah, du coup, je connais tout leur style, je connais pas mal de leur style et pas mal de leur police. Et donc, ça fait qu'en fait, ça me fait à la fois pas mal d'options créatives derrière. Et en fait, le but, quand on fait du graphisme, tester différents types de design, comme ça, où ça améliore aussi finalement votre créativité. C'est vrai que si vous faites que sur votre base derrière, bah, c'est vrai que derrière, peut-être que ça peut ennuyer les gens. Mais c'est vrai qu'en contre-coup, bah, il est vrai que j'ai pas encore mon style graphique à moi. Je pense que c'est un truc à travailler sur le sujet. Mais moi, j'ai une grosse connaissance de tous les styles graphisme imaginables que les marques ont à leur disposition. Merci Jonathan, on peut l'applaudir. Il nous a livré tous ses secrets. Bon, je vous ai mis à l'écran une interview de Jonathan qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, donc qui est disponible sur la chaîne YouTube du MBMCI. Chaque mois, on a l'interview d'un alumni du MCI. Et donc celle-ci, elle s'appelle du SEO à l'influence B2B, où justement, peut-être pour ceux qui voulaient en savoir plus sur son parcours et comment il est arrivé à l'influence B2B, il explique davantage que là, justement là sur cette intervention, on voulait davantage montrer comment il travaille aujourd'hui et ce qu'est l'influence B2B. Mais si vous voulez un complément, c'est disponible sur YouTube et également en version podcast ici, hop, sur le podcast du MBMCI, Let's Go Digital. Voilà, donc vous pouvez l'avoir en version podcast sur Spotify, Deezer, etc. Voilà, c'est Jonathan Chan.